En ce début d'année, Enquête de région s'inquiète de votre santé. Un petit coup de froid, un mal de dos, mais aussi les effets secondaires d'une chimiothérapie. En Normandie, nous sommes nombreux à faire appel à d'autres pratiques que celles de la médecine conventionnelle. Sont-elles une alternative ou un complément aux prescriptions de nos médecins de ville ou de campagne? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir nous soigner autrement? On en parle tout de suite. Bienvenue dans Enquête de région et excellente année à tous. Il semble bien loin le temps où l'on se faisait soigner par saignée avec des perchoirs à sangsues, où l'on comptait beaucoup sur les saints guérisseurs. À l'image de ces pratiques du Moyen-Âge, notre médecine actuelle est-elle destinée à finir derrière des vitrines ? Pour débuter cette émission, nous nous sommes installés à Rouen, dans ce musée Flaubert, dédié à l'histoire de la médecine. On le voit ici, les pratiques de soins ont beaucoup évolué à travers les siècles. Aujourd'hui encore, elles continuent à être interrogées, voire remises en question par ce que l'on appelle les médecines complémentaires ou alternatives. Sont-elles en train de dépoussiérer notre médecine conventionnelle? D'où vient leur succès? Tout de suite, le sommaire. Depuis une quinzaine d'années, le CHU de Caen propose des séances d'acupuncture et d'hypnose, des pratiques utilisées lors des opérations chirurgicales ou encore à la maternité. De toute façon, on est limité en médicaments lorsqu'on est enceinte et il faut trouver d'autres alternatives au Doliprane et celles-ci marchent vraiment bien. Phytothérapie, ostéopathie ou médecine traditionnelle orientale, nous n'hésitons plus à aller chercher le soin ailleurs que chez notre médecin. De nombreux professionnels de santé l'ont compris et complètent leur formation. La médecine traditionnelle orientale, on est sur une pensée effectivement qui est absolument pas celle qu'on a l'habitude de côtoyer. Jusqu'où peut-on parler de soins et où commence le charlatanisme? Difficile de tracer la limite quand il s'agit de pratiques non rationnelles. Pourtant, leur succès ne se dément pas. Dans le petit village de Gouvy, dans le Calvados, les patients affluent chez ce guérisseur. Faut que tu passes ça dans ton soutien-gorge pendant 3-4 jours. Je préfère croire à ça qu'aux médicaments. Notre clin d'œil de fin d'émission est la présidente de l'Association française de fibromyalgie. Claudine Granchet est elle-même atteinte de cette maladie. La médecine conventionnelle n'a pas réussi à soulager ses douleurs. Elle s'est alors tournée vers les médecines complémentaires, avec succès, nous dira-t-elle. Je me soigne qu'avec des plantes. Et ça marche? Et ça fonctionne, voyez. Des naturopathes aux homéopathes, l'Organisation mondiale de la santé a recensé près de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. En guise d'éditorial, François Pesquet en a testé 3 avec une bonne résolution de début d'année, arrêter de fumer. 15 ans que je traîne cette très mauvaise habitude. 15 ans que je ponctue mes journées de ces pauses empoisonnées. Voilà un lieu où je ne remettrai plus jamais les pieds, du moins pour acheter du tabac. En 2017, c'est décidé, j'arrête de fumer grâce aux médecines complémentaires. J'ai pris plusieurs rendez-vous et ça commence tout de suite par une petite séance d'hypnose. C'est une première pour moi. Bonjour monsieur. But de la séance, travailler sur la dépendance psychologique au tabac. On va travailler sur ce programme mental pour aller faire comme une déconnexion du programme mental. Fumer, c'est bon pour toi, on déconnecte. Pour cela, rien ne vaut un petit rappel des vertus de la cigarette. Il y a de l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique, c'est ce qui était employé dans les chambres à gaz par les nazis. Donc c'est un petit peu violent pour le corps. Et c'est parti pour une demi-heure de séance environ. Vous inspirez simplement le calme. Et vous expirez toutes les tensions, vous les relâchez. Voilà. La première image mentale, c'est une image que vous connaissez bien. L'image de votre main qui monte avec une cigarette. Vous allez faire venir une deuxième image. Cette image, on va l'appeler cauchemar. L'image de voir un homme vieilli prématurément à cause du tabac. Des rides plus marquées, un teint plus gris, gencives abîmées. Cauchemar. Un corps qui se fatigue, qui s'épuise, qui s'essouffle, cauchemar. Vous pouvez vraiment décider de reprendre les commandes de votre vie, c'est votre corps.
Vous arrêtez de fumer facilement, naturellement, immédiatement. Maintenant, c'est votre corps qui vous aide parce que votre corps attendait ça depuis 15 ans. Vos veines attendaient ça, vos poumons attendaient ça, votre cœur attendait ça. Vous pouvez prendre une grande et profonde inspiration. Et 3, ouvrir les yeux. Comment ça va? Je suis détendu. Coût de la séance d'hypnose, 80 €. En sortant, je n'ai pas spécialement envie de fumer, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai aussi pris rendez-vous chez un médecin acupuncteur. Elle va d'abord me poser plusieurs questions sur mon hygiène de vie, mon alimentation notamment. Au niveau de la digestion, ça se passe comment? Pas de troubles de transit, pas de... Non, ça se passe bien. Et là, je vais vous piquer. L'acupuncture est censée jouer sur ma dépendance physique et psychologique au tabac en produisant toutes sortes d'effets. À commencer par des réactions chimiques de sécrétion de molécules qui vont arriver jusqu'au niveau du cortex, du cerveau et entraîner d'autres sécrétions, d'autres molécules. En fait, c'est votre corps qui travaille et qui se rééquilibre. Coût de la séance, 26 €, mais difficile d'évaluer son efficacité. Ce médecin m'en recommande 3 pour arrêter de fumer. Bon, j'avais un 3e rendez-vous qui s'est annulé au dernier moment, c'est pas grave, c'était avec une spécialiste de médecine chinoise. En tous les cas, à l'issue de ces 2 séances, il y a déjà une certitude, je me sens beaucoup plus reposé. Puis j'ai compris quelque chose, avec les médecines complémentaires ou sans, pour arrêter de fumer, il y a quelque chose qui est fondamental, qui reste fondamental, la volonté. D'ailleurs, c'est décidé. Je ne me refuse plus de petits plaisirs. C'est pour manger tout de suite? Oui. Au pire, les médecines complémentaires doivent bien avoir quelques recettes pour ma future boulimie. On vous le disait, il existe près de 400 médecines complémentaires, traditionnelles ou alternatives. On les appelle parfois médecines douces, mais elles relèvent de pratiques très diversifiées, parfois de traditions ancestrales et souvent basées sur une approche naturelle des soins. Ces médecines ont déjà séduit près de 40% des Français, parmi eux 6 malades du cancer sur 10. En tête des raisons invoquées, la volonté de prendre moins de médicaments et être davantage acteur de sa santé. Dans la plupart des cas, c'est dans un cabinet médical ou à l'hôpital que sont prescrits ces soins. Contrairement à d'autres pays européens comme la Suisse ou l'Angleterre, la France peine à encadrer ces pratiques. Seules 4 d'entre elles sont reconnues par l'ordre des médecins: l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture et la mésothérapie, qui consiste à réaliser de faibles injections très localisées. Pour toutes les autres, le cadre reste flou, avec pour seule limite le risque d'un exercice illégal de la médecine. Seul un médecin a le droit de poser un diagnostic sur un patient et de traiter une maladie. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Premier volet de cette émission, nous nous sommes déplacés à Caen, dans le hall d'entrée du centre hospitalier et universitaire, au lieu de la médecine conventionnelle. Un CHU qui, comme d'autres, s'est ouvert il y a de nombreuses années à ces médecines complémentaires. Elles sont ici recommandées et pratiquées par des professionnels de santé. Quelle est leur place aujourd'hui à l'hôpital? Qu'apportent-elles comme bienfaits spécifiques? Nous en parlerons dans un instant avec la responsable du centre antidouleur ici à Caen et un médecin acupuncteur qui exerce au CHU de Rouen. C'est il y a 30 ans que ces méthodes ont fait leur apparition à l'hôpital. Aujourd'hui, elles sont devenues presque banales avec un objectif: utiliser moins de médicaments. Les futures mamans ont parfois de violentes douleurs ligamentaires. Et pour les soulager, une méthode a fait ses preuves. Je vais vous installer des petites aiguilles. Je vais vous en mettre à différents endroits, au niveau du poignet, au niveau de la cheville. L'acupuncture est aujourd'hui employée dans la plupart des cas. La sage-femme enfonce l'aiguille jusqu'à ce qu'elle sente une chose presque inexplicable pour nos cerveaux cartésiens, ce que la médecine chinoise appelle la couche de l'énergie. Mais là, vous piquez dans les jambes parce qu'elle a mal aux jambes? Pas du tout, non. Ce sont des points qui correspondent à des méridiens d'acupuncture. Donc en fonction des symptômes de la patiente, on va agir sur les différents méridiens et sur les différents points de ces méridiens. Donc chaque point a une indication énergétique, mais qui n'est pas du tout en lien
avec l'endroit. Là, cette patiente-là, elle n'a pas mal aux pieds. Voilà, donc, mais c'est pour jouer sur l'énergie globale du corps. En quelques minutes, la majorité des patientes ressentent les premiers soulagements. Très bien. C'est formidable. De toute façon, on est limité en médicaments lorsqu'on est enceinte et il faut trouver d'autres alternatives au Doliprane et celles-ci marchent vraiment bien. Les doutes sur la nocivité des substances actives comme le paracétamol nous ont obligés à changer notre rapport aux médicaments. Pour qu'il retrouve le sourire. La puissance marketing des laboratoires n'est plus ce qu'elle était à l'hôpital. On sait soigner aujourd'hui les migraines ou les problèmes articulaires sans cacher. Les centres antidouleurs n'utilisent aucune de ces molécules ou presque. Ce sont des médicaments de la douleur aiguë. Trop longtemps. Parce que c'est dangereux pour la santé, que ça a des conséquences hépatiques et que du coup, ça peut être plus délétère que bénéfique, à long terme, évidemment. C'est le foie qui supporte pas, hein? Tout à fait. Ici, mal de dos, douleurs aux genoux ou ailleurs dans le corps sont abordés dans toute leur complexité grâce à des médecins généralistes formés à l'hypnose, l'acupuncture et la psychologie. Je vais enquêter d'une façon particulière. Ça m'a appris à enquêter d'une façon particulière. Qui va être ma façon, Par exemple, une douleur de l'épaule. L'épaule, c'est l'articulation qui est la plus proche du poumon. Pour les Chinois, ils vont relier le deuil et le chagrin au poumon, la peur, par exemple, au rein, la colère au foie, etc. Et donc, une douleur qui va durer au niveau de l'épaule, je vais interroger par rapport à des deuils. Donc, prêt à partir en VTT? Ouais, ça y est. On soigne et on va même jusqu'à opérer aujourd'hui à l'hôpital avec l'hypnose. Vous allez tranquillement monter sur votre vélo et commencer à pédaler. Et puis, vous pédalez. Des anesthésistes proposent cette alternative. Le patient évite alors le risque d'accident cardio ou d'allergie et récupérera plus vite. Magnifique. Catherine Viard, vous êtes responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur ici au CHU de Caen. On l'a vu dans le reportage, l'hypnose, l'acupuncture sont intégrées au CHU de Caen. Est-ce qu'elles sont devenues indispensables à l'hôpital, ces médecines complémentaires ? Bien sûr, actuellement, on ne pourrait pas soigner des effets indésirables des médicaments ou de certains traitements sans l'apport de ces techniques complémentaires, thérapeutiques tout à fait évaluées et bien connues maintenant du monde médical et reconnues comme étant efficaces. Elles ne viennent pas remplacer la médecine classique? Bien sûr que non, elles sont, comme leur nom l'indique, complémentaires. Elles viennent vraiment supporter et aider les médecins à soulager les gens dans toutes les composantes de leur maladie. Docteur Martin, vous êtes acupuncteur, médecin acupuncteur, vous travaillez à l'unité neurophysiologie, l'unité sommeil du CHU de Rouen. Il y avait une demande des patients d'acupuncture, il y avait une demande du CHU ou c'est vous qui avez fait cette démarche d'aller à l'hôpital? C'est le professeur Weber qui a eu la gentillesse en fait, de me proposer d'ouvrir une consultation dédiée au sommeil et en même temps de proposer de l'acupuncture. Il avait dans la tête de permettre d'offrir quelque chose qui puisse aider au sevrage des médicaments, parce que c'est un gros problème de santé publique que l'usage des médicaments en excès, et donc aider grâce à l'acupuncture, ça lui a paru être une opportunité. Donc ça fait 15 ans qu'on vit cette aventure au sein du CHU à Rouen. Il y avait un manque des patients aussi ? Alors les patients, ils ont répondu très très vite, parce que très très vite la consultation a été complètement remplie, donc je pense que ça répondait vraiment à une attente des gens. Est-ce qu'il y a des réticences aujourd'hui des médecins à l'hôpital pour pratiquer ces médecines complémentaires ? Alors sans doute une méconnaissance dans les indications. Beaucoup de médecins ne savent pas encore que l'acupuncture, par exemple, est validée aussi bien pour la douleur que pour les nausées qui sont induites par un traitement anticancéreux. Donc c'est vrai qu'il y a souvent une ignorance. L'hypnose est connue par un certain nombre, mais peut-être pas de façon encore assez large. Et donc c'est vraiment dommage. Les thérapies cognitives, comportementales, ce qu'on appelle nous les TCC, sont des choses importantes. Alors les médecins, quand même, les jeunes générations abordent ces choses-là dans leurs études maintenant, et ça c'est bien.
Qu'est-ce qu'elles apportent ces médecines complémentaires, Catherine Viard, à vos patients qui passent par le centre antidouleur? Au centre antidouleur, on reçoit des gens qui ont vu X médecins pendant X mois et qui n'ont pas trouvé réponse à leurs sensations douloureuses. Parfois un diagnostic a été porté, mais les médicaments habituels n'ont pas pu régler et diminuer les sensations douloureuses. Donc, vers quoi vous les dirigez du coup? Alors nous établissons des propositions thérapeutiques qui vont aller effectivement vers des améliorations de médicaments allopathiques classiques, mais à qui on va proposer donc par rapport à l'examen clinique que j'aurais pu faire, qui de la kinésithérapie, qui de l'ostéopathie, qui de l'acupuncture, qui de l'hypnose ou les fameuses thérapies cognitivo-comportementales. Tout ça s'intégrant dans une proposition globale aux patients. Et effectivement, on refuse de prendre les gens que pour régler un problème médicamenteux ou que pour leur faire de l'acupuncture. Ça n'aurait pas de sens. On prend vraiment le patient dans ce modèle biopsychosocial complet. Monsieur Martin, vous avez énormément de patients qui sont atteints de cancer, presque un tiers. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces gens? Souvent, ils ont déjà un choc émotionnel quand ils ont l'annonce du diagnostic. Et souvent, c'est une infirmière ou c'est parfois même le médecin, l'oncologue, qui va proposer qu'un médecin acupuncteur rencontre la personne avant même de commencer la chimiothérapie pour permettre justement toute la gestion de ces questions émotionnelles. Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est terrorisé par la peur? On voit la mort? Il faut régler toutes ces choses-là, leur impact. Et puis ça permet de préparer donc la personne pour sa première chimiothérapie. Mais on va l'accompagner aussi avant et après chaque chimiothérapie à venir. Et quand bien même il aura fini ses soins, et bien souvent là il y a une sorte de vide sidéral parce qu'il y a une surveillance mais beaucoup plus vaste, beaucoup plus large dans le temps. Et là le médecin acupuncteur il a sa place pour accompagner toute la reconstruction. Merci beaucoup à tous les deux, merci. Merci. On l'a vu ici au CHU de Caen, les bénéfices des médecines complémentaires ne sont plus à prouver, elles se sont intégrées dans le paysage médical. On vous le disait, elles ont déjà séduit près de 4 Français sur 10. Mais comment se sont-elles imposées au fil des années? Qu'est-ce qui fait leur succès aujourd'hui et quel cadre faudra-t-il leur poser demain? Pour en parler, Erwan recevra tout à l'heure un représentant de l'Ordre régional des médecins et un ancien pharmacien homéopathe. Cette médecine à la carte a donc trouvé ses adeptes, y compris dans les petits villages du Pays de Caux. À Val-de-Sanne, une ancienne archiviste est venue bousculer les habitudes. Elle s'est reconvertie en maître shiatsu. Ils sont chanceux, les habitants de Val-de-Sanne. Dans leur village de moins de 1500 habitants, on trouve des petits commerces, une station-service au charme désuet et depuis peu, une nouvelle adresse qui fait le plein. Bonjour. Ça va? Bonne année. C'est la 4e fois que Jean-Claude vient ici, chez Sonia Boué, pour une séance de massage à main, un dérivé du shiatsu. Comment ça va depuis la dernière fois? Mieux. Mieux? Oui. Bon, d'accord, ok. Toujours un petit toujours point, les cervicales, je vois là. Toujours. Mais autrement, je tourne mieux la tête à gauche, à droite. D'accord, bon. Cette discipline énergétique est originaire du Japon. C'est une sorte d'acupuncture sans les aiguilles, pratiquée le long des méridiens qui traversent le corps. Et chaque séance plonge cet ancien agriculteur dans le même état. Déstressé, détendu, au calme. Je pense à rien. Je vais rarement au docteur, je ne suis pas trop médicaments, alors je préfère passer par des séances comme ça, où ils enlèvent les douleurs petit à petit, quoi. 4 mois après l'ouverture de son cabinet, Sonia Boué reçoit en moyenne 2 clients par jour. Tous sont séduits par cette approche globale. Je ne dissocie pas l'esprit des mots physiques du corps, parce que parfois, rien qu'avec sa tête, on va créer des mots dans le corps. Et il suffit parfois hein, c'est pas dans tous les cas, de débloquer des choses au niveau psychologique pour que dans le corps, ça se débloque aussi. Gwendoline en est aussi à sa 4e séance de shiatsu. Venue pour des problèmes de poids et de gestion des émotions, elle en avait assez des rendez-vous express chez certains médecins conventionnels.
Ils prennent moins le temps de prendre le temps avec nous, justement, que là, du coup, avec Sonia, on a plus le temps déjà de parler, d'écouter. Le dialogue, c'est quand même assez important, ça aide à se libérer sur pas mal de choses aussi. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser quelques petits prospectus? Avec grand plaisir. Bien décidée à faire tourner sa petite société, Il y en a encore un petit peu. Sonia Bouet a la chance d'être aidée par les commerçants locaux. Même vous, hein, si vous voulez essayer. Ouais, je pense. Et de s'être implantée sur un territoire délaissé par les professionnels de santé. Il y a 2 ans, si j'ai bien compris, il y a le cabinet de kiné qui a fermé sur Val de Sanne. Tout à fait, nous avions 2 kinés. C'est ça. Oui. Donc bon, moi je suis pas kinésithérapeute, mais la partie massage, cette partie-là, ça c'est sûr que quelque part je la comble. Val de Sanne compte tout de même un cabinet médical où Sonia va présenter son activité. Je viens vraiment en complément, pas du tout en substitution, parce que je suis pas médecin. Voilà. Ça fonctionne un peu sur le principe de l'acupuncture, non? Alors c'est ça, voilà. Pour le docteur Thénard, l'implantation de praticiens en médecine alternative n'est pas une réponse à la désertification médicale, mais il tolère ces disciplines si elles ne mettent pas le patient en danger. Respirer par la bouche. Ça ne va pas remplacer un médecin généraliste, hein, ça ne va pas remplacer une infirmière non plus. Hein, donc c'est sans doute quelque chose d'autre pour les patients. Je me méfie juste, mais j'ai jamais été confronté à ça, éventuellement que mes patients soient exposés à des charlatans et qu'ils consultent des gens qui leur demandent d'arrêter leur traitement médicamenteux de chimio ou autre, ce qui pourrait être néfaste pour eux. Donc je suis juste vigilant à ça. Médecine conventionnelle et médecine alternative sont désormais amenées à cohabiter, laissant une liberté inédite aux patients pour se soigner à la carte, comme ils le souhaitent. Un modèle auquel sont déjà sensibilisées les générations futures. Et on dissipe cette énergie. Ok. Jean-Bernard de Monron, vous êtes conseiller de l'Ordre des médecins. Quand on voit le reportage, on a l'impression que c'est un peu du bout des lèvres que la médecine conventionnelle accepte ces thérapies complémentaires. Alors non, la médecine traditionnelle, enfin conventionnelle plutôt d'ailleurs, n'accepte pas du bout des lèvres ces thérapies, puisqu'il y a tout un tas de nouvelles thérapies qui sont intégrées à la soins thérapeutique. On peut parler des soins de confort en cancérologie qui font appel, je veux dire, non pas au traitement pour traiter le cancer, mais qui font aussi appel à tout ce qui peut contribuer au mieux-être du patient cancéreux. En gériatrie aussi, il y a tout un tas de thérapeutiques qui sont mises en œuvre, qui ne sont pas médicamenteuses. Alors il peut y avoir dans les stimulations sensorielles, et ça je pense que M. Lenné pourra en parler, je veux dire, avec l'aromathérapie, des choses qui sont mises en œuvre, la balnéothérapie, les massages, pour contribuer au mieux-être des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc il n'y a pas de... La seule crainte, et je pense que c'est partagé par tous les professionnels de santé, c'est de voir se développer des professions qui contribueraient au bien-être sans pour autant qu'on soit sûr de leur connaissance, que ça ne soit pas validé, que ça ne soit pas contrôlable. C'est le cas du shiatsu ? Alors le shiatsu, je ne suis pas spécialiste en shiatsu. Par exemple, il y a une technique qui est utilisée en gériatrie, c'est le taïso. Je veux dire qu'elle est là pour stimuler un peu la motricité et contribuer à l'équilibre des personnes âgées. Mais c'est mis en place par des gens qui ont suivi des diplômes qui sont reconnus et validés. Et je crois que quand même dans un domaine de la santé, le fait qu'on puisse s'appuyer sur des certitudes et sur un contrôle, je veux dire des tutelles, que ce soit les formations ordinales, que ce soit médecin, pharmacien, sage-femme, ou que ce soit le ministère, ou que ce soit la faculté, je pense que c'est quand même un gage important de sécurité pour les patients. Alain Launay, vous êtes pharmacien, vous êtes spécialisé dans l'homéopathie, le soin à très faible dose, la phytothérapie, les soins par les plantes, l'aromathérapie, le soin par les huiles essentielles. Quelles sont pour vous les raisons du succès de ces thérapies, de ces médecines complémentaires ? Les raisons, c'est déjà une qualité de vie, une qualité d'être, avec des soins qui permettent de ne pas avoir affaire forcément d'emblée tout de suite à des molécules trop agressives ou trop importantes. C'est la peur du médicament ? On peut penser à des hypnotiques, à des... C'est la peur du médicament ? Quelque part, il y a l'envie d'avoir des médicaments qui soient plus soft, plus doux. Oui, ça c'est un intérêt vraiment. Voilà, de ne pas avoir de difficultés à
à supporter le médicament. Jean-Bernard Demeron, vous, comment vous l'expliquez, ce succès de ces thérapies complémentaires? Je pense que c'est la résultante de plusieurs évolutions. D'une part, les gens, et c'est un mieux, sont beaucoup plus au fait un petit peu des connaissances scientifiques et sont quelquefois de plus en plus, c'est le principe d'autonomie qui est raffirmé dans les différentes lois. Le patient devient de plus en plus, quelquefois, codécisionnaire, co-gestionnaire et voire même quelquefois décisionnaire, et c'est le principe d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant, faut que le patient adhère au traitement qui lui est proposé. Et justement, pour qu'il adhère au traitement, je pense qu'il y a un temps d'écoute, et ça c'était bien dit dans le reportage, c'est le temps d'écoute qui quelquefois est amputé, et ça c'est quelque chose, c'est un luxe qu'on a de moins en moins. Voilà. Et puis, d'autre part, face à un traitement, face à une maladie, je veux dire, il faut qu'on ait un traitement qui ne donne pas trop d'effets secondaires. C'est le primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire, ce qu'on nous apprend dans toutes les facultés, c'est-à-dire que face à une pathologie, il faut donner le traitement adapté et ne pas tomber dans des excès qui pourraient donner des effets secondaires. Et je pense que ça peut être une des réponses dans certaines autres approches thérapeutiques. Parce qu'il ne faut pas opposer allopathie, comme on dit classiquement, et autres prises en charge. C'est complémentaire. Merci. Merci à vous. Désormais un peu plus les raisons du succès de ces médecines complémentaires. Pour aller plus loin, nous retrouvons notre grand témoin, médecin au CHU de Caen, au CHU de Rouen, chercheur universitaire, mais c'est d'abord pour votre regard sur la question éthique en matière de médecine qui nous intéresse. Bienvenue Grégoire Moutel. Bonjour. Question très personnelle d'abord, est-ce que vous-même, vous avez déjà eu recours aux médecines complémentaires? Alors, à titre personnel, non, mais dans l'environnement familial, les proches et puis certains de mes patients pour lesquels j'ai pu recommander ce type d'approche, je vous expliquerai pourquoi, ont été fortement intéressés par cette démarche. Donc vous avez pu la recommander, cette approche? Oui, déjà. tout à fait. Donc vous n'y êtes pas hostile? Non, y être hostile, ce serait considérer qu'on est déjà dépositaire de tous les savoirs, de toutes les vérités. Or, dans le champ de la santé, on sait que même si ces savoirs et ces vérités sont essentiels, il y a des pans entiers aujourd'hui qui nous font défaut et que les attentes des patients peuvent être d'un tout autre niveau et que ces médecines peuvent y répondre. Alors Grégoire Moutel, on va vous retrouver dans un instant. D'abord, on va parler de formation en médecine complémentaire. C'est un point qui pose question. La plupart d'entre elles ne sont pas reconnues, contrairement à celles en acupuncture. Ainsi, la faculté de médecine de Rouen propose aux professionnels de santé un diplôme universitaire. Sandrine Lamy est médecin allergologue dans une clinique d'Harfleur. Voilà 10 ans qu'elle a fini ses études de médecine. Pourtant, depuis la rentrée, elle a repris le chemin de la fac. Les études de médecine, actuellement en France, ne forment qu'à 2 grandes formes de médecine, qui sont la médecine allopathique, donc chimique, et la chirurgie. En dehors de ces 2 gros groupes, la médecine actuellement n'est pas enseignée sur les médecines complémentaires. Toutes les 8 semaines, elle vient à Rouen pour suivre un diplôme universitaire, un DU d'initiation à l'acupuncture. Ils vont prononcer Yuan Chi pour dire aussi l'autre image, c'est de l'eau. Alors ce Yuan Chi, cette énergie héréditaire, c'est ce que je vous mettais, c'est le principe même de la vie. 80 heures de cours pour envisager la médecine autrement. Du cœur et du domaine de l'esprit. Nous, on est issus d'une pensée cartésienne, freudienne, analytique, conceptuelle, voilà, scientifique de base, alors que là, la médecine traditionnelle orientale, on est sur une pensée effectivement qui est absolument pas celle qu'on a l'habitude de côtoyer, et il faut désapprendre pour pouvoir accepter de réapprendre quelque chose de nouveau. C'est à l'occasion d'un stage à Fort-de-France auprès d'un médecin qui utilisait l'acupuncture pour soigner des toxicomanes que le docteur Lamy a été convaincu de l'intérêt de cette médecine chinoise. J'ai pu constater que les patients toxicomanes, donc plutôt loin du soin, revenaient aux séances d'acupuncture, trouvaient un bénéfice à faire ces séances, disaient d'eux-mêmes qu'ils se sentaient mieux après, qu'ils avaient moins de douleurs, qu'ils étaient moins anxieux, qu'ils consommaient moins de substances, etc. Un bébé qui est conçu actuellement à Alep, et ce bébé qui va être doté de Yuan Chi va être doté d'un Tin Chi parce que les conditions de vie, il y a de la peur, il va emmagasiner presque tout ça.
Voilà 4 ans que la faculté de médecine de Rouen propose ce DU d'1 an destiné aux médecins. Une création rendue possible grâce à la volonté d'ouverture des doyens successifs. Le doyen avait vraiment cette volonté d'élargir le champ d'action des thérapeutes. Et donc ça s'est fait naturellement. Et puis ça a été simplement à Rouen la déclinaison de ce qui se faisait dans d'autres facs. À chaque session, les élèves ont 2 jours de formation intensive. Après la théorie, place à la pratique. Ça, c'est l'examen de la prise des pouls chinois qui se fait avec les 3 doigts. Vas-y, Sandra. Moi, je sens pas trop, tu vois, les 2 loges qui sont là. Comme je suis enceinte, c'est normal. Pas le sentir. Ah d'accord. Ah ben ça me rassure. Je n'ai pas senti les 2 loges. Ça serait un peu trop tôt dans sa grossesse, parce que c'est un pouls qui réapparaît au moment de l'accouchement. D'accord. À l'heure actuelle, pendant les 8 années de formation initiale des médecins, aucun cours n'est consacré aux médecines complémentaires. Voilà. 5 distances de la malléole interne. Ceux qui souhaitent enrichir leur pratique, comme Sandrine, sont obligés de suivre des formations en plus. Quand je faisais mes études, c'était pas très bien perçu parce que l'enseignement universitaire est basé sur la médecine allopathique qui comprend la médecine chimique et la chirurgie. Tout ce qui sortait de ces 2 terrains, on va dire, était considéré un peu presque comme de l'ésotérisme des fois. Donc tu tiens bien fermement ton aiguille aussi. Par le manche, parce que l'aiguille, tu vois, il y a 2 parties. Depuis quelques années, les choses évoluent cependant au sein des facs de médecine notamment. On enfonce. Je ressens qu'on est bien accueillis pour faire partager cet enseignement aux étudiants et c'est une bonne chose parce que je pense que le public l'attend. Tu demandes à la patiente de souffler. Ce DU en 1 an, destiné aux médecins, n'est pas diplômant. Il doit être complété par une capacité, un diplôme d'État non dispensé à Rouen. L'enseignement des médecines complémentaires reste dépendant du doyen de chaque université. C'est pas gagné dans toutes les facultés, c'est pas gagné parce que c'est quand même, je dirais, médecin dépendant. Alors qu'on a toutes les preuves. Et malgré tout, il y a encore une partie du corps médical et du corps universitaire qui n'adhère pas. Malgré cela, après son DU, Sandrine Lamy, elle, entend bien poursuivre sa formation à Paris pour devenir médecin acupuncteur. Je vais chercher son Duchi et tu vois. Ouais. De retour dans Enquête de région avec notre grand témoin, Grégoire Moutel, vous êtes responsable de l'espace régional d'éthique de Normandie. On l'a vu, ça fait 4 ans seulement qu'une formation en acupuncture est proposée à la faculté de médecine de Rouen. C'est difficile à mettre en place des formations en médecine complémentaire ? C'est pas forcément évident parce que, comme l'a très bien expliqué notre collègue dans le reportage, la médecine a une tradition allopathique, chirurgicale, et tout ce qui va déroger aux principes fondamentaux de la médecine validée par l'épreuve, comme on dit, interroge un certain nombre de professionnels qui se disent de quoi il ressort, est-ce qu'on est dans une chose qui est valide pour nos patients, est-ce qu'on n'est pas encore dans une forme de charlatanisme. Historiquement, ce mouvement était très fort dans la médecine française, de rejet de ce qui vient de l'ailleurs. Or, on sait que dans d'autres pays, ces approches sont essentielles et reconnues comme apport supplémentaire à la médecine allopathique, comme complément essentiel au bien-être des patients. Donc effectivement, les facultés de médecine françaises ont un certain retard culturel à développer la pédagogie dans ce secteur. Pourtant, il y a un certain engouement, on l'a vu, pour ces médecines complémentaires. Qu'est-ce qui cloche dans notre médecine conventionnelle pour qu'il y ait un tel engouement ? Alors, on ne va pas remettre en cause la médecine conventionnelle qui est objectivement de grande qualité dans notre pays et qui apporte, on le sait tous les jours, du bien-être aux populations, du progrès thérapeutique. L'espérance de vie n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Néanmoins, dès qu'on fait des enquêtes d'opinion auprès des populations, qu'on interroge dans notre famille, on dit « c'était bien, mais ». Et dans le « mais », il y a quelque chose autour du manque autour de la relation, du manque autour de l'empathie peut-être, du manque autour de la prise en compte de sensations internes qui sont autour de la psychologie, du comportemental et qui font partie intégrante de la personne humaine. Ça ne peut pas être une alternative pour vous, ces médecines complémentaires ? Alors moi, je reste un scientifique, puisque vous m'avez présenté comme directeur de l'espace régional d'éthique, je suis aussi professeur de médecine. Si une médecine complémentaire demain valide sur des études cliniques le fait qu'elle était meilleure qu'une autre alternative allopathique ou que la prise de médicaments,
pourquoi pas, et j'y serais très favorable, puisque vous savez, par exemple, on prescrit trop de médicaments Et antidépresseurs en jusqu'où on France, peut des aller? anxiolytiques. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller? Est-ce que les guérisseurs vont pouvoir un jour avoir une place dans cet hôpital? Je pense que le jour où ils auront fait la preuve d'une meilleure efficacité et efficience par rapport aux soins traditionnels sur un côté très concret, est-ce que les gens vont mieux? Est-ce qu'on a des indicateurs biologiques qui montrent que ça va mieux? Peut-être même sur un versant médico-économique, parce qu'on sait que... Donc ça n'arrivera jamais. Si. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça devrait arriver, parce qu'on est à un tournant aujourd'hui. On est à un tournant. Vous savez, il y a une grande réflexion sur la philosophie du progrès, qui dit le progrès, c'est toujours mieux, c'est toujours bioscientifique, biomédical. Puis aujourd'hui, on voit bien que notre société vacille un peu là-dessus. On est peut-être arrivé à un palier, revenons à des choses plus essentielles. C'est vrai dans l'environnement, c'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans l'alimentation. On se pose la question de la limitation du progrès. Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura forcément un rattrapage. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui en pédiatrie. Alors on va abandonner la question de l'acupuncture, mais quand on parle des clowns à l'hôpital, de faire rire des patients, de participer au bien-être, quand on parle aussi aujourd'hui des techniques d'hypnose qui sont utilisées par des anesthésistes. Il y a des anesthésistes qui ont entre leurs mains l'outil de l'hypnose pour accompagner la prise en charge de la douleur des patients. Qu'est-ce qu'il risque le patient? Est-ce qu'il y a des risques à ce qu'il aille voir un médecin qui pratique les médecines complémentaires? Je vais vous donner un exemple de l'ostéopathie. L'ostéopathie est certainement une très belle voie d'approche thérapeutique pour des personnes qui ont des douleurs ostéomusculaires à laquelle la médecine traditionnelle ne répond pas. Et on sait que des patients se sentent mieux. Mais si l'ostéopathie est entre de mauvaises mains, de gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été à l'interface d'une culture médicale, on sait qu'une mauvaise mobilisation osseuse, par exemple sur un patient qui a une métastase osseuse de cancer, peut avoir des effets très délabrants, lui donner des séquelles neurologiques et avoir, voilà. Mais c'est vrai de toute pratique, c'est vrai de la pratique médicale traditionnelle. La pratique médicale traditionnelle mal réalisée entre de mauvaises mains serait catastrophique pour un patient. L'allopathie, c'est du même ordre, d'où la nécessité de les hausser à un niveau de formation et de validation professionnelle. Je crois que l'enjeu, il est là, c'est de se dire que comme il y a des bons et des mauvais boulangers, je m'excuse pour les boulangers, il y a aussi des bons et des mauvais médecins, il y a aussi des bons et des mauvais allopathes, et tout ça passe par des critères d'évaluation d'excellence. Donc les faire rentrer dans le champ de la formation est un enjeu essentiel. Alors dans ce cadre, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces médecines complémentaires, leur place? Bien, un exemple concret, en France, l'enseignement reste très traditionnel, orienté, comme l'a dit notre collègue, je suis d'accord avec elle, vers la médecine allopathique, la médecine chirurgicale, et qui, encore une fois, est une très bonne chose. Mais faire rentrer dans les études médicales l'idée selon laquelle ces approches complémentaires peuvent trouver une juste place, et tout est dans la juste place et dans l'articulation, c'est déjà un premier point. Donc rentrer dans l'idée que les interlocuteurs du patient, que sont les soignants, doivent intégrer ces éléments dans la culture et ne pas rejeter ça comme si, parce qu'on ne connaît pas, c'était forcément mauvais. Merci à vous. Merci. Les médecines complémentaires prendront-elles encore plus de place dans les années à venir? Peut-être un jour, les étudiants y seront formés à l'université. Pour en parler, nous sommes revenus à Rouen, sur le site de la faculté de médecine. La formation sera sans doute l'une des clés pour une meilleure reconnaissance de ces pratiques non conventionnelles. C'est elle qui permettra aux patients de mieux s'y retrouver. Le doyen de cette faculté nous expliquera ainsi pourquoi il a choisi de l'ouvrir à ces médecines complémentaires. À ses côtés, nous recevrons le directeur d'un établissement privé de formation en sophrologie. Mais d'abord, gros plan sur une pratique pour laquelle il n'existe en tout cas aucune formation. On les appelle toucheurs, magnétiseurs ou guérisseurs. Certains d'entre eux connaissent un véritable succès, résultat à l'appui selon leurs adeptes. Ils sont le plus souvent dans les campagnes. Magnétiseurs, guérisseurs, pas besoin de publicité. Bonjour. Ils ont toujours du monde. Oui, ça va? Allez, ça va. Comme André. À 80 ans, il est un retraité actif. C'est un toucheur, comme on dit. Verrue, zona, migraine, eczéma. Bon, bah, tu vas faire ça moi comme ça. Ouais. Il dit les soigner. Parlez, commencez par là. À sa manière. Ce jour-là, il reçoit cette femme se plaignant de lésions cutanées importantes. Bon, je change. C'est la 3e fois qu'elle vient le voir. Pour son magnétisme et ses étranges feuilles de laurier. Alors Corinne, faut que tu passes ça dans ton soutien-gorge pendant 3-4 jours. 3-4 jours, d'accord. Voilà. Une pratique à laquelle il faut adhérer. J'y crois et au bout d'un moment, je vais arrêter, quoi. Mais j'y crois.
Je préfère croire à ça qu'aux médicaments. C'est nettement mieux. Ouais. Il y a de l'amélioration. Je comprends pas pourquoi que je fais ça, quoi. C'est vrai que c'est naturel pour moi. Je suis content de soigner les gens comme ça, quoi. C'est pas pour un commerce, hein, c'est pour rendre service aux gens, oui. Ben, j'en ai de Bretagne qui viennent de la Manche, de l'Orne. J'en ai 3-4 la semaine, quoi, comme ça. Mais d'autres ont fait de ce don leur profession. Avec la plaque et la salle d'attente pleine à craquer, tout pour laisser croire qu'on est chez un médecin. C'est pourtant un magnétiseur qu'ils sont tous venus voir, que voilà. Au revoir madame, et bonne journée. Merci vous aussi. Et c'est un défilé permanent. En moyenne, 40 patients sont reçus chaque jour. C'est un gars qui fait bien son boulot. Il n'y a pas à dire. Ouais. Nous, on la connaît de bouche à oreille, en fait. On le connaît par bouche à oreille pour des personnes à qui ça a bien fait, donc ils nous le recommandent, en fait. Moi, ça fait 3 fois que je viens, je ramène ma belle-fille, j'ai emmené des amis, là. Le monsieur a 87 ans, alors là, comme c'est super, j'ai emmené ma belle-fille, elle est impeccable. Et parfois, ils viennent de loin, comme Monique, qui a fait 2 heures de trajet. Faire de la route, je pense que quand on a mal quelque part, on n'hésite pas si on sait que ça peut soulager. Hein. Donc automatiquement, on fait la route, quoi. Elle cherche à apaiser ses douleurs et trouver le sommeil après 3 cancers. En parallèle de ses traitements, elle vient ici depuis 2 ans. Tout ça c'est bloqué. D'accord, très bien. Ça va continuer à se stabiliser. Ouais. Une patiente qui paiera comme tous les autres 23 € la consultation non remboursée. Le tarif d'un médecin généraliste. Mais la comparaison s'arrête là. Je ne donne pas de médicaments, je ne pose pas de diagnostic, je ne fais pas de choses comme ça. Moi, les patients, ils arrivent, ils me disent, voilà, monsieur Fontaine, j'ai mal là. Voilà, moi je mets mes mains, le fluide y passe, voilà, les gens sont soulagés, moi c'est la seule chose qui compte. Maintenant, les gens, avant, ils ont un traitement, bien sûr. Ils ressortent d'ici, ils ont toujours leur traitement. Et moi, je me prends pas du tout pour un médecin. Maintenant, alors les gens, pensent ce qu'ils veulent et ils disent ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais moi, je m'arrête simplement à poser les mains et à faire passer le fluide pour soulager. C'est tout. Non, ça va se calmer, là, vous allez voir. Ça va aller mieux. Très bien. Et à en croire cette patiente, ça marche. Sinon, je ne reviendrai pas. C'est clair. Des pratiques tolérées par l'ordre régional des médecins tant qu'elles ne portent pas atteinte aux patients. C'est pourtant ce même ordre qui vient de confirmer à l'un de ses docteurs l'interdiction d'exercer pendant 3 ans. Un guérisseur plus qu'un médecin, selon ses pairs. Lui, il ne proposait pour tout que ce type de méthode. Et que ce type de méthode n'étant pas suivi du point de vue scientifique, on ne peut pas accréditer ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a été sanctionné. En Normandie, toucheurs, magnétiseurs et guérisseurs se comptent par centaines. Selon certaines estimations, il serait entre 5 et 8 000 en France à perpétuer une tradition millénaire. Professeur Pierre Frégé, on se doute que ce genre de pratique ne sera jamais enseigné à la faculté de médecine de Rouen. Vous qui en êtes le doyen, pourquoi avoir introduit des formations de médecine complémentaire à la faculté? C'est vrai qu'on enseigne de manière institutionnelle, pour des médecins, si vous voulez, déjà formés, à travers des DU, l'acupuncture. On l'enseigne aussi pour les sages-femmes, car on sait, si vous voulez, que cette stratégie, que cette prise en charge à côté des thérapeutiques, entre guillemets, classiques et académiques, que l'acupuncture, pour la prise en charge, en particulier d'une parturiente qui est en train d'accoucher, est parfois efficace. Monsieur Richard Esposito, vous êtes fondateur, directeur du centre de formation des sophrologues professionnels. Expliquez-nous ce que c'est que la sophrologie en quelques mots. En quelques mots, de manière très simple, la sophrologie donc, est constituée de techniques de relaxation qui ont pour objectif d'établir un meilleur équilibre entre d'un côté nos émotions, nos comportements et nos pensées. Donc, c'est-à-dire que si par exemple on a une émotion négative qui nous déborde,
les pensées elles-mêmes seront négatives et les comportements risquent d'être négatifs. Et donc la sophrologie, par les techniques que nous proposons, va permettre justement de réguler ou d'établir un meilleur équilibre entre ces trois dimensions. Professeur Frégé, est-ce qu'on peut imaginer que la sophrologie soit enseignée à la faculté de médecine? Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne soit pas enseignée. C'est une option qui peut être intéressante. Et si des étudiants la demandent, il n'y a aucune raison qu'on n'enseigne pas, si vous voulez, ou du moins qu'on n'assure pas quelques heures d'enseignement de la sophrologie. Pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais parce que pour l'instant, si vous voulez, on est obligé de faire des choix sur ce qui est enseigné. Et on laisse la possibilité aux étudiants formés, aux étudiants qui sont déjà médecins, d'avoir, si vous voulez, de recourir à des formations complémentaires telles qu'on le fait, si vous voulez, pour les DU. Monsieur Esposito, qu'apporte la sophrologie à la médecine conventionnelle? Alors, le professeur Frégé a très bien expliqué. C'est-à-dire, il y a ce que la médecine apporte, et le sophrologue lui-même va accompagner le professionnel de santé en fonction justement des indications qu'il pourrait lui donner. Prenons un exemple, c'est-à-dire qu'un médecin estime qu'une personne est, entre guillemets, éligible à la sophrologie pour des problèmes de sommeil, lui-même va estimer que la personne, en plus justement des indications que le médecin donnera, pourra faire de la sophrologie et il va évaluer si justement la sophrologie lui convient. Est-ce que vous aimeriez que la sophrologie cette pratique soit reconnue par l'Académie de médecine, par exemple? Alors ça viendra peut-être un jour, pourquoi pas. Pour l'instant, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a un travail en commun avec les scientifiques pour pouvoir valider la sophrologie. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont menées. Moi-même, je suis président d'un groupe de recherche, un groupe d'épistémologie, où on étudie la sophrologie d'un point de vue scientifique, dans ses fondements, dans ses méthodes et dans ses résultats. Donc on va créer une revue scientifique avec un comité scientifique pour essayer de démontrer justement que la sophrologie elle-même peut apporter quelque chose, mais il faut d'abord qu'elle passe par justement un travail scientifique avec des non-sophrologues. C'est ce qui est fondamental de ce point de vue-là. Donc ça demande du temps. Quel est l'avenir des médecines complémentaires à la faculté? Est-ce qu'il y aura une place plus grande qui leur sera consacrée? On peut espérer qu'il y ait au moins la même place. Tout est dans l'évaluation. Si vous voulez, on a la certitude, si vous voulez, que c'est thérapeutique d'appoint, et je pèse le mot appoint qui est un élément qui est extrêmement sensible et essentiel. C'est-à-dire que une technique qu'on propose et qui est évaluée. Tant qu'on aura la preuve, et on l'a déjà, si vous voulez, que ces techniques sont efficaces, on peut imaginer qu'à terme, qu'un enseignement spécifique dédié à cette technique soit assuré au niveau de la faculté. Messieurs, merci. Dans un instant, retour là où nous avons commencé cette émission au musée Flaubert et de l'histoire de la médecine à Rouen pour découvrir notre clin d'œil de fin. Claudine Granchet est présidente de l'Association française des fibromyalgiques. Elle en est elle-même atteinte. La médecine conventionnelle n'a pas réussi à soulager ses maux. Elle s'est donc tournée vers les médecines complémentaires et vous allez le voir, elle a tout essayé, ou presque. Claudine Granchet, vous êtes la présidente de l'Association française de fibromyalgie. Vous êtes vous-même malade, adepte des médecines alternatives. En quelques mots déjà, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? C'est une atteinte des muscles. La fibre musculaire. Voilà, et aussi les muscles par eux-mêmes, les tendons. Et après, ça vient nous affecter le système nerveux central. Donc, ce qui veut dire qu'on a mal partout. Et c'est quelque chose qui est très pénible à vivre au quotidien. Vous avez été diagnostiqué en 1993. Oui. Et c'est d'abord vers la médecine traditionnelle que vous êtes tournée. Ça s'est passé comment? Oui, avec l'allopathie, puisqu'étant donné qu'on ne connaissait quasiment pas la fibromyalgie, ça a été un vrai parcours de combattant. Ça s'est bien passé? Pas trop bien, parce qu'on avait beaucoup de portes fermées. Souvent, il fallait se répéter, c'est quoi la fibromyalgie, que le corps médical eux-mêmes demandait. C'est quand même curieux que c'était le patient qui devait se décrire et puis vraiment se justifier. Mais finalement, ils vous ont donné un traitement? Des traitements, je dirais, pas un, des traitements. On a essayé plusieurs traitements qui ont été néfastes, désastreux. À quel point? Au point où je n'étais pas écoutée de ce que je racontais, tellement j'avais mal. Je sentais que je ne pouvais plus bouger. Et de là, je me suis retrouvée dans un fauteuil roulant qui a perduré pendant au moins 3 années.
Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans cet état. En plus, les médicaments me faisaient prendre du poids. J'étais arrivée presque à 90 kilos, ce qui ne me ressemble pas à ma personne. Donc, je n'ai pas continué à supporter l'allopathie. Ce sont donc vers les médecines douces que vous vous êtes tournée? Tout à fait, tout à fait. Ça s'est fait naturellement pour vous? Oui, et je remercie des amis qui m'ont enseigné un herboriste. Et puis cet herboriste, lui, me voyant dans l'état où j'étais, ne pouvait rien me prescrire. Donc il m'a dit, madame, j'ai un confrère qui travaille avec moi, je vais l'appeler de moi-même et vous allez le consulter. Ce qu'on m'a fait, il m'a pris tard le soir, et quand il m'a vu, il m'a dit, oh là 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 là, moi je vais vous prescrire des plantes. Bon, j'ai eu un abord un peu sceptique, je l'ai traité de rigolo. J'ai dit, oh vous avec vos plantes, attendez, avec tout ce que j'ai ingurgité, avec vos plantes, vous allez me dire que vous allez me soigner. Bon. Il m'a dit, écoutez, je ne vous force pas, mais voilà ce que je vous propose. Donc, on a fait ceci, et là, je peux vous assurer, ça c'est vraiment quelque chose de curieux, il faut voir comment que le corps s'est nettoyé. Je vomissais non pas l'alimentation, mais seulement des cachets qui n'étaient pas encore dissous dans mon corps. Et du coup, vous prenez ça en complément de la médecine traditionnelle? Je n'ai pas de médecine allopathique. Vous avez tout arrêté? J'ai tout banni. Uniquement, je me soigne qu'avec des plantes. Et ça marche? Et ça fonctionne, voyez. Vous me voyez devant vous aujourd'hui. Donc, on ne peut pas penser que je suis une personne qui a une pathologie. Et aussi, je ne veux pas faire voir. Et alors, comment ça fonctionne? Comment ça marche, ces médecines traditionnelles, avec vous? Je crois que ça, je ne détiens pas la réponse. Je ne détiens pas la réponse. Ça fonctionne, il faut suivre ce chemin. Et quand ça ne fonctionne pas, il faut abandonner, il faut l'oublier, un traitement, et se replier sur autre chose, jusqu'à temps qu'on va trouver sa voie. C'est à la carte, en fait. Je pense que oui, vous avez raison, c'est un peu ça. Merci. Je vous en prie. Vous l'aurez compris, les médecines complémentaires n'ont pas fini de questionner les pratiques de nos médecines conventionnelles et la façon de nous soigner. En tous les cas, la très officielle Académie de médecine reconnaît qu'elles sont un élément probablement irréversible de nos méthodes de soins et que leur intérêt auprès des patients oblige à les considérer avec sérieux. C'est la fin de cette émission. Sachez que vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les précédentes sur Internet et sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain. On vous parlera d'une passion très normande, le jeu, du casino au champ de course. La Normandie aime jouer. Ce sera au programme en février de votre enquête de région.